La flamme de la lanterne ne vacillait pas. Elle se tenait droite et immobile, une lance de lumière jaune contre l'obscurité qui se retirait. Pas même lorsque le soleil du matin se leva à l'horizon, déversant une lumière laiteuse sur le paysage, révélant l'impossible, un champ de canne à sucre noirci et morte, et un contremaître disparu. Tobias Clark se tenait au bord de la dévastation qu'il avait provoquée, le verre fissuré de la lanterne encore chaud dans sa main. Il ne savait pas que cet unique acte de défi allait allumer une légende qui serait murmurée à voix basse pendant des générations. Il ne savait pas que le feu qu'il avait allumé n'était pas un feu de flamme, mais un feu de l'esprit. Mais alors que la plantation commençait à s'éveiller, qu'un murmure d'activité commençait à s'élever des quartiers, une question flottait dans l'air lourd et humide de la Louisiane. Comment un seul homme, avec une seule lanterne, avait-il pu effacer un autre homme de la surface de la terre? Nous sommes en 1838, près de Saint-Francisville, en Louisiane. L'air sur la plantation du bois était une couverture épaisse et humide que l'on portait de l'aube au crépuscule, un poids constant sur les poumons qui rendait chaque respiration consciente. L'odeur était un puissant cocktail. La douceur écœurante et presque suffocante d'un million de cannes à sucre cuisant sous le soleil implacable, mêlée au parfum brut et sombre de la terre retournée et à l'odeur métallique et âcre de la sueur. C'était une odeur qui s'infiltrait dans les vêtements, dans les cheveux, dans les pores, un rappel constant et intime de votre condition. Le bourdonnement incessant et aigu des cigales fournissait une bande-son exaspérante au labeur, un son si constant qu'il en devenait une forme de silence, un mur de bruit qui bloquait toute autre pensée. Au milieu de ce labyrinthe vert et oppressant, Tobias Clark, un homme d'une vingtaine d'années bâti de muscles et d'endurance silencieuse, se déplaçait avec une précision mécanique. Mais sa force était l'outil de sa servitude, et une profonde lassitude s'était installée en lui, une fatigue qui allait bien au-delà de la douleur dans son dos et de la brûlure dans ses muscles. C'était une fatigue de l'âme, un épuisement qui s'était accumulé au fil des années de lever avant l'aube et de travail jusqu'à ce que l'obscurité soit trop profonde pour voir. Le maître de ce monde oppressant était le contremaître Faish. Sa cruauté n'était pas explosive ou imprévisible. Elle était bien plus terrifiante, méticuleuse, personnelle et exécutée avec le calme délibéré d'un artisan. Faish ne se contentait pas d'appliquer les règles de maître du bois. Il semblait tirer un plaisir tranquille et glaçant de l'acte de briser les esprits. C'était un homme frêle, d'une constitution qui semblait trop délicate pour le pouvoir qu'il exerçait, mais sa présence était un poids physique sur l'air. Il marchait d'un pas léger, presque silencieux, ses bottes ne faisant qu'un léger bruit sur la terre battue, apparaissant soudainement derrière un travailleur, son ombre tombant sur eux comme un linceul. Ses yeux, de la couleur d'un ciel d'hiver pâle, ne manquaient rien. Un outil tombé, un moment d'hésitation, un regard échangé entre un mari et sa femme. Il voyait tout. Tobias avait un secret. Un petit trésor qu'il pouvait dissimuler dans le creux de sa main, mais qui contenait tout l'espoir qui lui restait. Dans les moments volés du crépuscule, dans l'exiguïté de sa cabane, il avait sculpté un petit oiseau en bois pour sa femme, Elisa. Le bois provenait d'un genou de cyprès, lisse et chaud au toucher. Il y avait passé des semaines, utilisant un éclat de silex pour façonner la courbe délicate de ses ailes, l'inclinaison de sa tête, sa forme d'une légèreté impossible. Ce n'était pas seulement une sculpture, c'était une promesse. Le symbole d'un monde au-delà des champs de canne, d'un monde où les choses pouvaient être belles pour elles-mêmes, où un homme pouvait créer non pas pour le profit, mais par amour. C'était leur langage secret, un rêve tangible de liberté qu'ils se chuchotaient dans l'obscurité. Cet après-midi-là, l'air était encore plus lourd, chargé de la menace d'un orage à venir. Faish inspectait les rangs avec son intensité troublante habituelle. Il s'arrêta juste devant Tobias, son ombre projetant une tache froide sur la peau brûlée par le soleil de Tobias. Le regard du contremaître tomba sur la légère bosse dans la poche de son pantalon usé. « Qu'est-ce que tu caches là, garçon ?» dit Faish d'une voix douce, presque conversationnelle, ce qui la rendait encore plus menaçante. Avant que Tobias ne puisse répondre, la main de Faish jaillit, rapide comme un serpent, et plongea dans sa poche, en retirant le petit oiseau en bois. Il le tint entre son pouce et son index, le faisant tourner sous la lumière crue du soleil, une parodie grotesque d'appréciation tordant ses lèvres minces.
Quel petit artiste nous avons là, n'est-ce pas, Tobias? Musa-t-il, sa voix portant jusqu'aux travailleurs voisins qui s'étaient tous figés, leurs machettes suspendues en l'air. Tobias ne dit rien. Son visage était un masque de pierre, une mâchoire si serrée qu'un muscle tressaillait dans sa joue. Il regardait l'oiseau, son oiseau, sa promesse à Elisa, reposant dans la main de l'homme qui incarnait leur désespoir. Faish laissa la tension s'étirer jusqu'à ce qu'elle soit un fil hurlant. Puis, avec une lenteur délibérée et théâtrale, il laissa tomber l'oiseau au sol. Il leva sa lourde botte couverte de boue et l'abattit avec un craquement écœurant. Le bois délicat se brisa, les ailes sculptées avec amour se réduisant en fragments méconnaissables. Il broya les morceaux dans la terre pour faire bonne mesure avant de relever les yeux vers Tobias. « Rien de beau ne pousse ici, Tobias, » dit Faish, sa voix retombant à son ton glacialement doux. « Seulement la canne. Et la seule chose que tu dois produire, c'est du profit pour mettre du bois. Souviens-toi de ça. » Il s'éloigna, laissant Tobias debout, contemplant le symbole de son amour profané. À l'intérieur de lui, une tempête de rage froide et de chagrin se déchaîna. Ce n'était pas seulement une sculpture brisée. C'était la violation de son cœur, l'écrasement délibéré du dernier bastion fragile d'espoir qu'Elisa et lui entretenait dans l'obscurité. Le ressentiment qui couvait depuis des années se durcit en un éclat de glace dans son âme. Faish avait fait une erreur fatale. Il n'avait pas brisé l'esprit de Tobias. Il lui avait simplement montré qu'il n'y avait plus rien à perdre. Cette nuit-là, la plantation était enveloppée d'une obscurité d'encre, sans lune. Tobias se dirigea vers la cabane isolée du vieux Joseph, le plus ancien esclave de la plantation, un homme qui, disait-on, était là avant même la canne à sucre. L'air y était différent, épais de l'odeur d'herbes séchées, de fumée de bois, de quelque chose d'ancien et de mystérieux. Des sculptures étranges et complexes ornaient le chambranle de la porte. Joseph était assis sur un tabouret bas près de l'âtre. Ses yeux, bien que voilés par l'âge, semblaient voir bien plus que le jeune homme qui se tenait devant lui. « Je ne peux plus vivre dans son ombre, Joseph, » murmura Tobias d'une voix rauque et désespérée. « C'est un fléau sur cette terre. Il empoisonne tout. » Il n'avait pas besoin de prononcer son nom. Joseph étudia longuement le visage de Tobias à la lueur du feu. Il vit la rage, mais il vit aussi le chagrin profond en dessous. Il avait déjà vu cela, de nombreuses fois, mais cette fois, il vit autre chose. Un noyau de résolution, dur et inflexible comme la pierre. Certaines ombres sont trop profondes pour que le soleil puisse les toucher, dit le vieil homme d'une voix grave, comme des pierres roulant au fond d'une rivière. Elles ne peuvent être brûlées que par une lumière qu'elles ne comprennent pas. Joseph comprit que la blessure infligée par Faish ne guérirait pas. Une action née de la pure rage, non dirigée, pourrait entraîner la ruine pour tous. Il décida d'aider Tobias, de guider la tempête. Il prit une petite pochette en cuir usé qui pendait à un clou. « Ce que tu demandes n'est pas une chose simple. » commença-t-il, sa voix basse et résonnante. La haine est un feu qui brûle celui qui la tient tout aussi sûrement que celui sur qui on la jette. Ce que tu dois invoquer est plus ancien, plus profond. Tu dois invoquer la justice. Cet homme, Faish, est une maladie pour cette terre. Sa cruauté est un déséquilibre profond, une blessure qui s'infecte et empoisonne tout ce qui l'entoure. La terre elle-même crie contre lui. Le rituel n'est donc pas pour toi, Tobias. Il est pour la terre. Tu seras son instrument, sa voix, sa main. Il versa une petite quantité du contenu de la pochette dans sa paume, le geste était révérencieux. Ce n'est pas de la magie pour tuer un homme, expliqua Joseph, sa voix n'étant plus qu'un murmure. C'est une purification. Une requête aux esprits de ce lieu, ceux qui étaient ici bien avant le premier navire, et ceux de notre propre sang qui repose maintenant dans cette terre, pour restaurer l'équilibre qui a été si violemment rompu. Dans sa main, il y avait un mélange terreux, du sel de mer, la mémoire de l'eau, le grand purificateur, de la terre de cimetière, provenant de la tombe de la grand-mère de Tobias, Sarah, pour lui donner le droit de parler au nom des ancêtres, et des racines broyées de l'arbre du bois murmure, qui pousse là où le soleil ne touche jamais le sol, et qui détient le pouvoir de la transition, du passage d'un état à un autre.
Joseph remit le mélange dans la pochette et la tendit à Tobias. La lanterne est la pièce finale, dit-il, ses yeux se fixant sur ceux de Tobias, leur intensité démentant leur âge. Ce doit être la sienne. Celle qui éclaire son chemin de cruauté. Elle est déjà remplie de sa présence, de son énergie fétide. La flamme sera ta voix, portant la volonté de la terre et des ancêtres. Mais sois prévenu, garçon, quand tu appelles un tel pouvoir, tu ne peux pas toujours contrôler la façon dont il répond. La nuit suivante, un brouillard spectral s'enroulait à travers les champs de canne. Tobias se glissa hors de sa cabane, une ombre parmi les ombres. Il atteignit le bureau du contremaître et la vit. La lanterne, posée sur un poteau, projetant un petit halo de lumière jaune et graisseuse dans l'obscurité oppressante. Son cœur battait à tout rompre, mais sa main fut stable lorsqu'il s'en empara. L'acte de la soulever du poteau fut l'acte le plus lourd de sa vie. Le pont était brûlé. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il s'enfonça profondément dans le champ, jusqu'à une clairière sinistre, un endroit que Faish affectionnait pour ses châtiments. L'air y était lourd des agonies passées. C'était l'endroit parfait. Tobias posa la lanterne au centre. Ses mains tremblaient tandis qu'il sortait la pochette en cuivre. Avec la révérence d'une prière, il alluma la mèche. Puis, alors que la flamme grandissait, il commença à verser le mélange de Joseph dans les fentes métalliques de la lanterne. Le sel, la terre du cimetière, les racines broyées. En touchant le métal chaud, les grains ne brûlèrent pas, mais se transformèrent en une vapeur qui fut aspirée à l'intérieur, dans la flamme elle-même. Et tandis qu'il faisait cela, il se mit à chuchoter. Il murmura les noms de ses ancêtres, des noms qui remontaient à une terre qu'il n'avait jamais vue. Il murmura le nom de sa grand-mère, Sarah. Il murmura les noms de ceux qui avaient souffert dans cette clairière même. Il murmura le nom d'Élisa, une prière pour sa sécurité. Il déversa tout son chagrin, sa rage et son amour désespéré dans la flamme. L'effet fut immédiat et terrifiant. La flamme à l'intérieur de la lanterne changea. Sa couleur jaune s'estompa, remplacée par une lueur bleu-vert éthérée et pâle. C'était la couleur du gaz des marais, du clair de lune sur l'eau stagnante, de quelque chose qui n'appartenait pas au monde des vivants. La flamme cessa de vaciller. Elle brûlait avec une intensité stable et surnaturelle. Pendant ce temps, Faish découvrit que sa lanterne avait disparu. Bouillonnant de rage face à une telle audace, il sortit en trombe, son fouet en cuir à la main. Il vit alors une lueur étrange pulsant au cœur du champ de canne et la suivit, sa fureur grandissant à chaque pas. Il déboucha dans la clairière et s'arrêta net. Il trouva Tobias, debout, calme, au centre de la lumière bleu-vert, tenant la lanterne brillante. « Tu vas payer pour ça, garçon » gronda Faish, levant son fouet. Tobias ne broncha pas. Il se contenta de tenir bon, son visage illuminé par la lueur surnaturelle de la lanterne, une expression de résolution sereine et triste. « Votre temps dans ce champ est terminé, monsieur Faish » dit-il d'une voix calme mais qui portait dans le silence avec la finalité d'une sentence de juge. Alors qu'il parlait, la lumière de la lanterne pulsa, devenant plus brillante, et l'air devint soudainement et anormalement froid. Faish, un homme qui n'avait jamais connu la peur, sentit une piqûre froide et vive le long de sa colonne vertébrale. La lumière ne brûla pas Faish avec de la chaleur. C'était un feu d'une nature différente, une conflagration spirituelle. Une onde silencieuse et chatoyante de lumière bleu-vert traversa le corps du contremaître. Puis, la terre elle-même se mit à réagir. Dans un cercle parfait et tranchant autour de Tobias, la canne à sucre commença à mourir. Ce ne fut pas à l'enflétrissement. Les tiges vertes devinrent d'un noir de velours, se désagrégeant en une fine poussière qu'un soudain, qui avait commencé à gémir dans la clairière, se mit à faire tourbillonner. La confusion de Faish fit place à une panique primaire. Il ouvrit la bouche et poussa un cri, un son aigu et rempli de la terreur d'un homme qui voit sa propre damnation. Mais le cri fut brusquement coupé, comme si le son lui-même avait été avalé par le vent. La lumière se retira, retournant à sa source dans la lanterne. Tobias se tenait seul dans le cercle de canne noircie et morte. Du contremaître Faish, il n'y avait aucune trace. Pas de corps, pas de marque de brûlure.
Il avait tout simplement disparu. Tobias baissa les yeux sur la lanterne. Une fine fissure, comme un éclair gelé, était apparue sur le verre. Mais à l'intérieur, la flamme brûlait toujours, stable et silencieuse. Le lendemain matin, la découverte de la clairière sema la terreur et une admiration naissante parmi les esclaves. Ils se rassemblèrent au bord du cercle, leur visage un mélange de peur et d'émerveillement. Au centre, la lanterne du contremaître était toujours là, sa flamme brûlant en plein jour. Les murmures se répandirent. Certains y virent l'œuvre d'esprit, un signe, une réponse à une prière qu'ils avaient oublié avoir faite. Le mot « justice » n'était pas prononcé, mais il flottait dans l'air, une pensée silencieuse et électrisante. Maître Dubois, le propriétaire pragmatique, arriva, son visage un masque de fureur froide. Il ne voyait pas un événement surnaturel, il voyait une perte de revenus et une rupture de la chaîne de commandement. « Qui a fait ça ?» hurla-t-il à la foule silencieuse. Son regard passa sur le visage terrifié et s'arrêta un instant sur Tobias, qui se tenait à l'arrière, son expression soigneusement composée en un masque d'ignorance. Dubois nota le calme de Tobias, un calme qui détonnait avec la terreur ambiante, et il le retint. La plantation fut fouillée pendant des jours. Les chiens furent amenés, mais en atteignant le bord du cercle noirci, ils gémirent et refusèrent d'entrer, leurs sens animaux reculant devant une anomalie que les hommes ne pouvaient voir. On ne trouva aucune trace de Faish. Pendant ce temps, la communauté des esclaves se fractura. Certains voyaient Tobias comme un héros, un homme doté d'un pouvoir immense. D'autres, cependant, le considéraient comme un danger, un homme qui avait attiré la colère du maître sur eux tous. La patience de maître Dubois s'épuisa. Il fit venir un spécialiste de la Nouvelle-Orléans. Son nom était Gideon, un briseur d'esclaves professionnel, un homme dont le métier était la déconstruction méthodique de la volonté humaine. Gideon était un homme d'une logique froide et détachée. Là où d'autres voyaient des esprits et des malédictions, il voyait des leviers psychologiques et des failles. Ses yeux, de la couleur de l'ardoise, plats et sans émotion, ne regardaient pas les gens, il les évaluait, cataloguant leurs faiblesses et calculant l'application précise de la douleur nécessaire pour obtenir un résultat. Pendant 2 jours, Gideon se contenta d'observer. Il marchait lentement, son carnet de notes à la main, son regard ne manquant rien. Il se posa très vite sur Tobias Clark. Il vit la façon dont les autres l'évitaient, ou le suivaient d'un regard mêlé de crainte et de révérence. Il comprit que pour écraser la nouvelle croyance qui se formait, il devait d'abord isoler et écraser son symbole. Sa campagne commença par une pression lente et méthodique. Les charges de travail furent augmentées, les rations diminuées, le jour de repos supprimé. Puis, avec une précision cruelle, il s'en prit à Elisa. Il lui assigna les tâches les plus éreintantes, la forçant à travailler sous le soleil brûlant de la cour principale, s'assurant que Tobias, depuis les champs, puisse voir sa femme souffrir pour ses actes. Gideon utilisait l'amour de Tobias, la chose même qui l'avait poussé à agir, comme un levier pour le briser. Chaque soir, le silence entre Tobias et Elisa dans leur cabane était lourd de douleur et de désespoir. L'acte de justice de Tobias était devenu une cage qui écrasait lentement la personne qu'il aimait le plus. Un homme nommé Hector, dont l'ambition était aussi aiguisée qu'un couteau à canne, vit une opportunité. Il alla trouver Gideon et lui raconta ce qu'il avait deviné. « C'est Tobias, dit-il d'une voix pressée et chuchotante. Mais il n'a pas agi seul. La nuit avant la disparition de Faish, il est allé voir le vieux Joseph. C'est un homme qui pratique le houdou. Tout le monde le craint. Joseph est la racine de ce poison. » Hector avait donné à la logique de Gideon un chemin tangible. Une conspiration, pas un fantôme. Gideon agit avec une efficacité brutale. Le lendemain après-midi, ces hommes firent irruption dans la cabane de Joseph et traînèrent le vieil homme jusqu'au centre de la cour principale, l'attachant au poteau de flagellation. Le corps de travail retentit, une convocation inhabituelle et urgente qui amena tout le monde des champs, le cœur battant d'une peur sans nom. Gideon se tint devant la foule terrifiée. Sa voix était calme et froide, tranchante comme une lame. « Cet homme est un poison.
Il a rempli vos têtes de non-sens superstitieux et a jeté une malédiction sur cette plantation. Il est l'architecte du crime qui vous a coûté votre repos et votre nourriture. Je veux la vérité sur ce qui est arrivé à Monsieur Fyshe. Il marqua une pause, son regard balayant la foule, faisant en sorte que chaque personne se sente personnellement visée. À moins que le responsable ne se confesse avant le coucher du soleil, je fouetterai ce vieil homme jusqu'à la mort. Sa vie est maintenant entre les mains du coupable. Une vague d'horreur pure submergea la foule. C'était une torture plus profonde que n'importe quel coup de fouet. Et puis, comme un seul homme, tous les yeux, remplis d'un mélange terrible de peur, d'accusation et de pitié désespérée, se tournèrent vers Tobias. Il était piégé. Il vit le visage d'Elisa dans la foule, ses beaux traits striés de larmes et de poussière, ses yeux le suppliant de faire cesser ce cauchemar. Il vit le vieux Joseph, son corps frêle mais son esprit intact, le regardant avec une profonde et triste compréhension. À cet instant, toute la tourmente en Tobias s'apaisa, remplacée par un calme profond et triste. Le chemin était clair. Alors que le dernier rayon de soleil disparaissait, plongeant la cour dans la pénombre, Tobias fit un pas en avant. « C'est moi. » Les mots n'étaient pas un murmure de défaite. C'était une déclaration, claire et ferme, qui résonna dans le silence tendu. Un sourire triomphant effleura les lèvres de Gideon. Il ordonna à ses hommes de se saisir de Tobias. Mais Tobias ne se rendit pas. Il leur tourna le dos et commença à marcher. D'un pas déterminé, il se dirigea droit vers le champ de canne noirci et hanté. La foule, hypnotisée, s'écarta devant lui comme l'eau devant la proue d'un navire. Gideon, confus, aboya un ordre, « Suivez-le ». Tobias entra dans le cercle de dévastation, se dirigea vers le centre et ramassa la lanterne. La flamme bleu-vert brûlait toujours, éclairant son visage d'une lueur spectrale. Il se retourna pour faire face à Gideon, qui s'était arrêté à la lisière du cercle, ses hommes hésitant derrière lui. « Vous voulez savoir ce qui est arrivé au contremaître ?» La voix de Tobias était différente, imprégnée d'une autorité ancienne, la voix du vent et de la terre. Il n'a pas été assassiné. Il a été jugé. La terre l'a pesé et l'a trouvé indigne. Tobias leva la lanterne. Il n'était plus seulement un homme, il était le point d'ancrage d'un pouvoir qu'il commençait à peine à comprendre. Et il commença à chanter. Pas les mots de Joseph, mais des mots qui jaillissaient de son âme, une liturgie spontanée de sacrifice. Il ne demandait plus la destruction, il s'offrait lui-même. Pour la sécurité d'Elisa, pour la liberté de Joseph, pour sa communauté. Il prenait sur lui tout le poids du pouvoir qu'il avait invoqué, pour devenir son vaisseau et son repas final. La lumière de la lanterne répondit. La lueur bleu-vert se transforma en une lumière blanche, pure et aveuglante. Une lumière qui ne projetait aucune ombre. Une lumière qui semblait vibrer, chanter une note aiguë et silencieuse qui résonnait dans les os. Une lumière qui semblait effacer l'idée même de l'obscurité. Elle jaillit de la lanterne en une explosion silencieuse, magnifique et terrifiante d'énergie pure. La lumière ne brûlait pas, mais frappa la foule d'une onde de force psychique, révélant à chacun ses peurs et ses secrets les plus profonds. Gideon, l'homme de la logique froide, poussa un cri de terreur animale alors que son monde de cause à effet volait en éclats. Son esprit, qui n'avait jamais connu de mystère qu'il ne pouvait résoudre par la douleur, fut soudainement inondé d'un océan de terreur pure et irrationnelle. Un vent puissant et surnaturel déchira la cour, soulevant un tourbillon de poussière. Le monde devint un maelstrom de sons et de fureur. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, tout s'arrêta. Le vent tomba. La lumière aveuglante disparut, plongeant la clairière dans une obscurité profonde et désorientante. Les gens baissèrent les bras, leur cœur battant la chamade. Ils regardèrent au centre du cercle. Tobias était parti, disparu sans laisser de traces, tout comme Fyshe. Sur le sol, à l'endroit exact où il s'était tenu, reposait la lanterne. Son verre était toujours fissuré. Mais pour la première fois, sa flamme était enfin, paisiblement, éteinte. Cette nuit-là, Gideon, l'homme qui croyait que tout le mystère pouvait être résolu par la douleur,
fit son sac. Sans un mot à Maître Dubois, il s'en alla, un homme vaincu par une force que son esprit refuserait à jamais de comprendre. Son départ brisa quelque chose chez Maître Dubois. Il avait perdu un contremaître, payé une fortune pour un spécialiste qui s'était enfui. Il était maintenant face à une main-d'œuvre terrifiée, mais étrangement unifiée. Le règne de la terreur sur la plantation prit fin. Le vieux Joseph fut détaché et raccompagné à sa cabane, non plus comme un simple ancien, mais comme un saint vivant, le gardien de la véritable histoire. Et la légende naquit. Chuchotait la nuit, chantait doucement dans les champs. L'histoire de Tobias Clark, l'homme qui avait brandi une lanterne contre les ténèbres et qui n'avait pas scié. Il n'était pas un meurtrier, mais un protecteur qui avait payé le prix ultime pour le salut de son peuple. Bien des années plus tard, longtemps après que la Grande Guerre fut passée, longtemps après que les chaînes furent brisées, une Élisa âgée était assise sur le porche de sa propre cabane. Le soleil se couchait, peignant le ciel des mêmes teintes de feu et de sang, mais c'était maintenant un spectacle paisible. Ses petits-enfants, nés libres, étaient assis à ses pieds, leurs visages brillant de curiosité, écoutant l'histoire qu'elle leur avait racontée 100 fois. « Il nous a appris quelque chose cette nuit-là », disait-elle de sa voix vieillie mais ferme. « Il nous a appris que le vrai pouvoir ne vient pas toujours du poing ou du fouet ou de la fureur du maître. Parfois, le plus grand pouvoir vient d'une simple lumière stable, brandie contre une obscurité écrasante. Il vient d'un amour si fort que vous êtes prêt à devenir vous-même la flamme, pour brûler l'injustice, même si cela signifie que vous brûlez avec elle. » Sur la cheminée, à l'intérieur de la cabane, se trouvait la vieille lanterne en étain. Son verre était fissuré, son métal usé. Elle était vide maintenant, sa flamme éteinte depuis longtemps. Mais pour la famille de Tobias Clark, et pour les générations qui suivirent, elle n'était pas vide du tout. Elle était une relique sacrée, le symbole tangible d'un esprit indomptable, un testament d'un amour qui avait transcendé la servitude, et le souvenir silencieux de l'homme qui était entré dans un champ de ténèbres et en avait fait jaillir une légende de lumière.